Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Troisième vidéo concernant l'interprétation de la Lune dans le thème de naissance. Dans la première vidéo, j'ai posé quelques bases concernant la façon d'interpréter la Lune et vous ai donné l'interprétation de la Lune en Bélier. La deuxième vidéo a traité de la Lune en Taureau et avec celle-ci, nous allons aborder la Lune en Gémeaux. Mais comme pour les deux autres vidéos, je vais commencer par reprendre quelques aspects concernant la Lune parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Et comme dans la vidéo précédente, je vais m'arrêter sur la pleine Lune. Je vais en fait vous proposer les 12 pleines lunes au sens des fêtes et donc des méditations qui peuvent être faites pendant les 12 pleines lunes de l'année. Chacune d'entre elles représente, selon les enseignements du maître tibétain et les livres d'Alice Bailey, des moments où des énergies particulièrement hautes peuvent être contactées. C'est un peu des moments d'ouverture d'une porte qui donne accès à des plans et donc à des énergies qui ne sont disponibles qu'à ce moment-là. Et donc la méditation de la pleine lune, qui est une méditation qui dure environ 5 jours, 2 jours avant le jour de la pleine lune et 2 jours après, peut justement permettre de contacter, de s'imprégner et de distribuer ces grandes énergies spirituelles. Donc, rebalayons un petit peu ensemble chacune de ces pleines lunes. Alors j'ai repris aussi, c'est plus à titre anecdotique, le nom que l'on donne à ces pleines lunes classiquement. Donc ça vient pour la plupart de la culture amérindienne. Donc si on commence au mois de janvier, donc on est dans le signe du Capricorne, la pleine lune se trouve alors dans le signe opposé, donc ça c'est pour chaque signe, donc là en Cancer. Et ça s'appelle la lune du loup, et elle correspond au niveau de la fête spirituelle à l'épiphanie. Donc l'épiphanie qui est, on va dire avant tout peut-être une fête chrétienne, mais qui est partagée par de nombreuses cultures comme étant la fête de l'espoir, de la lumière. La pleine lune du mois du Capricorne, donc la pleine lune en Cancer, est un moment où en fait on peut capter et l'espoir et la lumière, mais aussi la thématique ou les thématiques de l'année. Qu'est-ce que cette nouvelle année peut mettre en avant comme qualité, comme idée à soutenir. Donc ça nous donne un petit peu l'ambiance et les opportunités de travail pour une année. Pendant le mois de février, donc nous sommes dans le signe du Verseau. Là, la pleine lune se trouve en Lion, c'est la lune des neiges, et la fête spirituelle est une fête qui permet de contacter l'énergie d'amour-sagesse. Les deux signes que sont le Verseau et le Lion sont des signes qui sont vraiment reliés à la conscience, à la lumière, ce sont des signes de la croix fixe. Et donc dans ces 2 mois, on verra ça aussi pour le mois du Lion, ce sont des périodes où cette grande énergie d'amour, de sagesse peut être particulièrement contactée, mais après elle va se décliner de façon un petit peu différente, de façon spécifique, selon le mois dans lequel ces qualités, ces énergies sont particulièrement présentes. Donc dans le Verseau, c'est surtout sous la forme de la fraternité et du service que l'amour et la sagesse s'expriment. Le Verseau, c'est quand même fondamentalement le signe de la fraternité et c'est un signe donc de service, c'est-à-dire que le service est l'expression de l'âme naturellement est service. Et donc pendant le mois du Verseau, au moment de la pleine lune, on peut se relier à ses frères et sœurs humains et on peut contacter ou développer le contact avec l'âme pour savoir un petit peu plus quelle est la ligne de service sur laquelle on se trouve ou quelle est la forme de service que l'on peut apporter dans ce monde. Donc ça permet aussi de revoir un petit peu sa place dans la société, dans le monde, dans sa créativité professionnelle et de chercher justement à s'aligner avec l'âme pour en manifester les qualités, la créativité. Le mois de mars, c'est donc le mois des poissons. La pleine lune se trouve en Vierge, donc on l'appelle la lune du ver ou la lune des tempêtes. Et là, au niveau de la fête spirituelle, c'est la fête qui correspond au carême. Donc là encore, on est sur une fête à la base plutôt catholique,
mais c'est aussi une fête qui peut se retrouver dans d'autres cultures. Si le Ramadan, par exemple, tombe à ce moment-là de l'année, on est un peu sur la même énergie, sur la même ambiance. C'est en fait un moment de préparation. Le carême, c'est le moment enfin c'est le mois en fait, puisque ça dure un mois le carême, qui prépare à Pâques. Et en fait, c'est un temps avec un signe d'eau qui est le poisson, d'épuration, de nettoyage, de jeûne, mais symboliquement, ça représente le fait de tourner, de développer sa sensibilité spirituelle à l'intérieur, ne plus être capté autant que d'habitude par le monde extérieur, le monde des formes, avec toutes les sollicitations qu'il peut y avoir à l'extérieur, pour quelque part se préparer, faire de la place, se rendre disponible à la grande fête spirituelle qui va survenir ensuite, la fête de Pâques, pendant le mois d'avril, pendant le mois du Bélier. Alors quand je dis le mois d'avril, hein, c'est plus ou moins approximatif parce que évidemment le calendrier bouge chaque année et donc la pleine lune qui est associée à chaque signe astrologique peut des fois passer d'un mois à l'autre. Bon, ça peut arriver, mais classiquement, on est sur ces périodes-là de l'année. Après, le mieux, c'est d'avoir un calendrier lunaire des cycles de la Lune et d'avoir chaque année un petit peu les grands moments avec les phases de la Lune de ces dates de pleine Lune. On peut avoir même l'heure exacte de la pleine Lune. Donc, le mois d'avril, on est dans le signe du Bélier. La pleine lune va se trouver en Balance, on l'appelle la lune rose. Et avec ce mois-là, on rentre dans 3 grandes fêtes spirituelles pendant le mois d'avril, de mai et de juin, qui sont, on va dire, les moments de pleine lune les plus importants de l'année. Les autres pleines lunes sont un petit peu des déclinaisons, des approfondissements. On poursuit ce qui a pu être capté, le travail qui a pu être entrepris ou impulsé pendant ces pleines lunes. Donc on est en avril sur la fête de Pâques, qui est la fête du Christ, et surtout de la résurrection. Ça marque la résurrection du Christ. Le Christ peut être vu comme représentant l'âme, et donc c'est l'énergie de l'âme, on est aussi sur l'énergie d'amour, qui devient particulièrement puissante pendant cette pleine lune en Balance, pendant le mois donc du Bélier. Et encore plus précisément, le Bélier, donc c'est le premier signe du zodiaque, la pleine lune du mois du Bélier peut nous permettre de rentrer en contact avec le plan divin. Alors pendant qu'on médite sur ces 5 jours, même si on a la capacité à capter la vibration, l'énergie de l'âme, on ne va pas avoir un message qui va s'inscrire noir sur blanc et qui va nous dire le plan c'est ça, mais on va être imprégné par des énergies, par une inspiration qui va par la suite peut-être se décoder sous forme d'envie, d'action, d'idées, d'un renouveau sur le plan de la créativité, d'une autre façon aussi de penser et de voir le monde qui nous entoure. C'est vraiment ça que permet le mois du Bélier et donc la pleine lune de Pâques, c'est de vraiment nous inviter à nous repenser comme étant davantage des êtres d'une nature divine et donc en contact avec le monde divin. Pendant le mois de mai, donc nous sommes dans le signe du Taureau, la pleine lune se trouve en Scorpion, on l'appelle la lune des fleurs. Nous allons cette fois être en lien avec Bouddha, c'est la fête du Vesak, la grande fête de Bouddha. Et là, on est sur des qualités de sagesse et carrément, on remonte encore au-dessus du plan, c'est le dessin divin qui se met, si je puis dire, quelque part en route. Bon, il paraît qu'il y a toute une cérémonie qui se produit pendant la fête du Vesak qui implique le Bouddha et le Christ qui travaillent vraiment ensemble. Et dans cette période, dans ce mois et cette pleine lune du Taureau, on peut vraiment s'aligner avec la grande qualité de sagesse. Le Bouddha a symbolisé non seulement la sagesse, mais tout ce qui touche à l'illumination, donc la dissipation des mirages, le travail sur les désirs. Donc voilà, ça peut être un moment de l'année où on peut aussi se débarrasser de certains désirs inférieurs pour avancer en contactant une sagesse supérieure, avancer aussi en conscience. Voilà.
Et tout ça, évidemment, dans l'objectif de le redistribuer à l'ensemble. La méditation sert à ça. On sert un peu de canal, on contacte des grandes énergies et on les redistribue pour que ça circule sur le réseau éthérique et que ce soit disponible à l'ensemble, non seulement de l'humanité, mais carrément de toute la planète. Le mois de juin, nous sommes dans le signe des Gémeaux. La pleine lune est en Sagittaire, on appelle la lune des fraises, et c'est la fête de l'humanité. Donc, on est vraiment sur 3 grands mois, 3 grandes fêtes spirituelles qui se succèdent avec le Christ, le Bouddha et l'humanité, qui est dans une démarche de recherche de juste rapport humain. Cette grande fête spirituelle a pour objectif de rapprocher les êtres humains les uns des autres et de stimuler la bonne volonté, c'est-à-dire la volonté d'accompagner vers le bien, le beau, le vrai, vers le développement du service. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, cette pleine lune pendant le mois du Gémeaux sera prolongée ensuite en Balance, donc deuxième signe d'air, puis en Verseau, où là, on a vraiment la fraternité. C'est-à-dire que dans le mois du Gémeaux, on cherche à établir de plus justes rapports humains, on cherche à faire en sorte d'être davantage de cœur les uns avec les autres. Et le travail se prolonge jusque dans le Verseau pour mettre vraiment l'accent sur la fraternité, mais la fraternité active. C'est pas juste la valeur, le désir de fraternité, mais c'est de pouvoir vraiment le vivre au quotidien. Donc évidemment, il faut voir ça comme une participation à un travail qui prend des dizaines et peut-être même des centaines d'années. C'est d'ailleurs tout l'objectif de l'ère du Verseau que de développer la fraternité. Mais le fait chaque année de participer comme ça à ces pleines lunes, à ces méditations, alors je ne sais pas si on peut dire que ça accélère le mouvement, mais en tout cas, ça contribue à canaliser et à faire descendre les énergies qui sont là, présentes, et qui vont dans ce sens, effectivement, notamment des justes rapports humains. Juillet, on est dans le mois du Cancer, la pleine lune est en Capricorne, c'est la lune du cerf, on l'appelle aussi la lune du tonnerre. Et c'est une pleine lune qui a pour objectif d'instaurer le royaume humain. Ça fait suite aussi à la pleine lune, donc des justes rapports humains, de la bonne volonté, où là vraiment, l'idée c'est d'instaurer ce royaume humain où en fait l'humanité va occuper sa juste place, inspirée et habitée par sa nature divine, et va tenir son rôle qui est son rôle prévu dès le départ envers aussi les autres règnes de la nature, qui est un rôle, on va dire, de service, d'accompagnement à l'évolution. Donc cette pleine lune a pour objectif de stimuler la conscience de groupe. Chez les individus qui sont encore en conscience de masse, elle va stimuler le développement de la conscience individuelle. Et chez les individus pour lesquels la conscience individuelle est déjà bien développée, elle participe à la stimulation de la conscience de groupe. Voilà. Bon, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai fait sur les différents niveaux de conscience si cette notion de conscience n'est pas forcément très claire. Donc, continuons avec le reste de l'année. Donc, en août, nous avons la pleine lune du mois du Lion. Elle est donc en Verseau. À titre aussi anecdotique, si jamais votre soleil se trouve dans un signe, oui, forcément, il se trouve dans un signe, mais que votre lune se trouve dans le signe complémentaire ou opposé, comme là, par exemple, Lion, Verseau, Vierge, votre soleil est en Vierge, la lune est en Poisson dans votre thème de naissance, et bien, ça veut dire que vous êtes né au moment de la pleine lune. Voilà, peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est un fait un peu intéressant que de voir qu'effectivement, en fait, voilà, on peut repérer assez facilement si on est né au moment de la pleine lune. Voilà. Je continue. Donc, le mois d'août, le signe du Lion, la pleine lune est en Verseau. C'est la lune de l'Esturgeon. C'est la fête de la canicule. Alors, c'est une fête très particulière. Elle relie à un système qui s'appelle donc le système de Sirius. Je vais pas rentrer sur le sujet, mais c'est aussi un vaste sujet dans le domaine spirituel. Et c'est aussi donc une pleine lune vraiment reliée à l'amour, mais un amour qui est pour nous à ce jour totalement incompréhensible, tellement il est élevé.
et tellement il est en lien avec des énergies qui ne sont pas encore incarnées présentement sur la Terre, mais n'empêche que il peut y avoir cet alignement et cette ouverture, cette connexion et cet accompagnement à ce travail qui se fait avec cette énergie d'amour. Septembre, nous arrivons en automne, nous sommes dans le signe de la Vierge, la pleine lune est en Poisson, c'est la lune des récoltes et du maïs, c'est le moment où devrait être fêtée officiellement l'Assomption, j'en ai parlé dans une vidéo consacrée au mois de la Vierge, donc l'Assomption qui est la fête de la Vierge. Donc elle est plutôt fêtée vers le 15 août, si je me trompe pas. Mais normalement, la pleine lune du mois de la Vierge correspond à ce qui est fêté au moment de l'Assomption, alors au sens spirituel, c'est-à-dire le rôle de la relation et la fusion entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire le rôle de la matière qui est donc représentée comme étant une énergie féminine, l'énergie de la femme, qui tend à accueillir et à intégrer en elle la qualité, l'énergie de l'esprit, le père esprit et la mère matière. Donc il y a un travail comme ça de fusion et de spiritualisation de la matière qui tend à se faire et à se développer d'année en année, particulièrement au moment de la pleine lune du mois de la Vierge. Donc, spiritualisation de la matière et développement aussi du service, ça va ensemble. Pendant le mois d'octobre, c'est le mois de la Balance, la pleine lune va se trouver en Bélier, c'est la lune du chasseur. Et donc là, on est sur la thématique des justes relations. C'est la fête des justes relations. Donc, on est toujours avec les signes d'air sur la thématique des relations. On va dire qu'on s'enfonce, on va de plus en plus loin sur cette thématique-là. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que c'est pendant ce mois que le peuple juif fête le Yom Kippour, qui est donc l'une des plus grandes fêtes juives, et qui est en fait une fête de pardon. Il y a cette idée que pour tendre vers des relations justes, il peut y avoir besoin à certains moments de pardonner. Donc le mois de la Balance de manière globale pourrait être destiné, qu'on soit juif, de confession juive ou pas, peu importe, mais à voir si on n'a pas justement besoin de pardonner, peut-être aussi de se faire pardonner avec d'autres personnes. Et ça peut être un moment justement aussi de rituel de pardon. Et ce sont les qualités donc d'équilibre, d'innocuité et également de connexion aux grandes lois spirituelles qui peuvent être particulièrement travaillées au moment de la pleine lune du mois de la Balance. Voilà. Donc l'innocuité, c'est une des grandes qualités spirituelles qui est aussi en lien avec l'amour. C'est vraiment cette capacité à ne penser, dire et faire aucun mal. Voilà, donc autant dire que c'est pas une qualité facile à intégrer. On a vite fait d'avoir une pensée où on peut penser du mal de quelqu'un ou dire des propos qui sont des propos mauvais, critiques, voilà. Mais développer l'innocuité, c'est se rapprocher aussi des qualités d'âme, tout simplement. On se rapproche du fin de l'année. À novembre, nous sommes dans le signe du Scorpion. La pleine lune est en Taureau, c'est la lune du Castor. Et là, on est sur des thématiques. C'est une fête spirituelle, donc de transformation. Vraiment, le Scorpion, révélation, transformation. C'est pas toujours un mois facile à traverser parce que on est assez brassé sur le plan des émotions. Mais ça peut vraiment être l'occasion de vivre de profondes transformations et d'accompagner les transformations nécessaires dans ce monde. Donc, on contacte une énergie de révélation et de transformation, de réorientation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements de priorité, de valeurs, l'énergie va se canaliser autrement et ça a vraiment pour effet d'accompagner, de soutenir l'élévation de la conscience. Donc individuellement, mais évidemment, c'est l'objectif des pleines lunes, collectivement. Donc de participer à travailler, à accompagner l'élévation de la conscience à l'échelle humaine, tout simplement. Et donc on termine l'année avec le mois de décembre et le signe donc du Sagittaire. La pleine lune est en Gémeaux, on l'appelle la lune froide. Donc là, on est sur la fête de l'humanisme.
ou de l'humanité, mais c'est plus encore la notion d'humanisme, où là, en fait, c'est assez particulier au Sagittaire, on l'a un petit peu dans les Gémeaux aussi, on peut établir un contact particulier, on peut le faire à tout moment, mais disons que voilà, pendant la pleine lune, ce contact peut être facilité avec tous les autres règnes présents sur la planète. Le Sagittaire, on va rentrer avec le Sagittaire dans des signes, avec les derniers signes du zodiaque, où on est vraiment sur une notion de transcendance. Donc on quitte un petit peu le côté humain avec les objectifs de l'humanité pour aussi se rapprocher de tous les règnes présents sur la planète. Donc ça peut être des moments de méditation où on va s'unir avec le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. On va aussi peut-être accentuer un contact avec le règne des devas. Et donc chercher vraiment à aller vers une unité avec et entre tous les règnes, avec nous l'humanité qui occupons donc une place assez particulière entre tous ces règnes. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer en première partie de cette vidéo sur la pleine lune. Je vais maintenant présenter l'interprétation de la lune en Gémeaux. Alors, donc, je reprends comme à chaque fois les tendances générales pour la lune en Gémeaux avec la version introvertie puis la version extravertie. Et ensuite, je vais vous proposer l'interprétation de 4 configurations en maison. Ce sont des demandes qui m'ont été faites dans les commentaires. C'est moi qui avais proposé que l'on me demande quelle maison interpréter. Donc, je vais peut-être pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Mais voilà, en fait, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Donc, je sais qu'on m'a demandé l'interprétation de la lune en Gémeaux en maison 3, en maison 5, en maison 8 et en maison 10. Donc, voilà ce qui nous attend pour la suite. Alors, c'est quoi, de manière générale, une lune en Gémeaux? Donc, pour rappel, la lune, ce sont des tendances passées, quelque peu enfermantes, en tout cas du point de vue de l'âme, parce qu'elles nous retiennent en arrière. C'est des tendances assez naturelles, assez spontanées, que l'on met en place sans vraiment y réfléchir. On est sur des schémas subconscients, voire inconscients, et qui peuvent du coup nous plomber, il peut y avoir des difficultés, ou parfois ça peut être aussi des forces, mais des forces qui en fait entravent toujours l'écoute de l'âme, parce qu'on reste à un certain niveau d'expression, à un certain niveau de conscience, et on ne dépasse pas ce niveau-là. Donc une lune ne se travaille jamais directement, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à aller à l'opposé de sa lune, c'est plutôt en travaillant sur les qualités de son signe solaire dans un premier temps, donc là où se trouve son soleil, et également ensuite, au fur et à mesure qu'on avance en âge, en cherchant vraiment à accompagner le développement des qualités de son ascendant, que l'on peut quelque part un peu contrebalancer les effets de sa lune en Gémeaux. Ça nous poursuit relativement longtemps, ça peut même nous poursuivre toute notre vie, mais après c'est juste un point un peu de vigilance, c'est comme une voix qui nous dit... qui encore une fois aura tendance à nous tirer un peu vers le bas ou à nous maintenir en arrière, mais si on sait que c'est cette voix-là qui s'exprime, on peut lui opposer en quelque sorte, on va dire, une voix supérieure. Alors, la lune en Gémeaux traduit de manière générale une difficulté d'engagement. Ça va être assez commun à toutes les lunes en Gémeaux. Après, on verra les spécificités. C'est un lien qui a du mal à s'établir. C'est une relation qui ne se fait pas de manière solide. Donc, il y a une connexion qui n'est pas réellement établie, qui est un petit peu établie, mais qui peut se défaire très vite. Donc, il peut y avoir des problématiques d'attachement. Alors après, ça peut être, on verra dans la version introvertie ou dans la version extravertie, soit pas assez, soit trop d'attachement. C'est plus souvent un manque d'attachement, mais il peut y avoir aussi l'effet inverse. Ne pas oublier que la Lune en rayon, c'est du rayon 4, donc on est sur de la dualité, donc on peut pencher d'un côté ou de l'autre. On peut avoir une tendance générale, mais au cours de sa vie, on peut aussi, en quelque sorte, explorer les dualités. Donc être parfois dans un lien trop fort d'attachement, comme on peut au contraire avoir des phases où on ne va pas être assez quelque part attaché. Parce qu'en fait,
c'est nécessaire hein, de s'attacher. Sinon, sinon on ne crée pas de lien, on ne crée pas de relation, on reste à la surface des choses, on n'approfondit pas les relations humaines. Mais après, voilà, il peut y avoir un excès de trop d'attachement ou de pas assez d'attachement. Alors, ça peut aussi souvent se traduire par une forme d'immaturité. Le Gémeaux, c'est quand même le signe de la jeunesse. C'est un signe qui est assez représenté par l'enfant jeune, en bas âge, très ouvert sur le monde, curieux, prêt à tester, à expérimenter, qui s'amuse facilement. Mais pour le coup, une lune en Gémeaux peut traduire un côté excessif sur le plan justement d'un aspect un peu trop enfantin, trop immature. Alors ça peut être la personne qui veut s'amuser tout le temps, qui veut aucune contrainte ou qui ne supporte pas les contraintes, qui prend les choses à la légère, qui manque de sérieux ou de fiabilité. Alors, je ne l'ai pas dit, il faut quand même que je le redise, hein. Là, je suis en train de mettre la lumière sur l'interprétation de la lune en Gémeaux. Mais évidemment, il faut regarder, il faut la resituer dans le thème global, hein, le thème de naissance, parce qu'elle peut être pondérée, mais elle peut être aussi accentuée selon les configurations globales du thème de naissance. Après, évidemment, l'environnement familial, le contexte dans lequel on a grandi, et même la période, hein, avec les valeurs sociétales, font que ça peut être aussi accentué ou au contraire pondéré. Donc, je mets l'accent au point d'être quelque peu caricatural sur certains aspects de la Lune en Gémeaux, mais encore une fois, il faut pondérer ça et le resituer dans l'ensemble du thème de naissance et des configurations globales. Ensuite, tout ce que je liste là ne va pas forcément concerner une seule personne. Enfin, on peut avoir quelques points ou au cours de sa vie passer par un point et puis par un autre et puis par d'autres, mais on ne va pas forcément cocher toute la liste. Et encore une fois, l'intensité pourra être variable. Donc, une certaine immaturité, également de l'instabilité émotionnelle. Avec le Gémeaux, les choses passent très vite d'une chose à l'autre, y compris les émotions. Donc, l'instabilité émotionnelle ou intellectuelle peut être particulièrement accrue quand on a la Lune en Gémeaux. C'est-à-dire que ça peut donner des sautes d'humeur, hein, gens qui rient, gens qui pleurent, notamment dans l'enfance, hein, des enfants qui peuvent très vite switcher d'humeur. Déjà qu'un enfant, ça passe très vite d'une humeur à l'autre, mais là, ça peut être encore plus accru. Des fois, il suffit d'un propos, il suffit d'un événement, d'une contrariété, et ce qui semblerait anodin pour une autre personne, pour un porteur de lune en Gémeaux, ça peut déclencher une réaction émotionnelle assez forte, mais qui peut aussi très vite s'arrêter si on trouve les bons leviers pour faire passer à une autre émotion. Les idées peuvent être donc changeantes. Hein, on peut avoir telle idée, telle envie, puis après on va passer à une autre idée. Donc il y a une vraie instabilité, hein, ça peut être problématique. Là encore, hein, ça sera accentué si on a pas mal de signes d'air. Si on a des signes de feu, on peut avoir tendance à avoir pas mal d'idées, mais avec une lune en Gémeaux, ça va être compliqué de choisir et de suivre vraiment une idée en particulier. On préférera peut-être passer d'une idée à une autre sans aller bien loin. Et ça peut être tempéré si on a des signes de terre, puisque là on a une solidité, on a un ancrage qui peut amener de la persévérance et une tendance à aller plus loin que la simple idée. Donc après, l'instabilité, elle peut être carrément de vie, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont changer très souvent de lieu de vie, donc qui vont beaucoup déménager, qui vont changer de travail, dont on a l'impression vraiment qu'elles ont du mal à rester longtemps à la même place, au même endroit. Alors, c'est pas forcément volontaire, hein. Encore une fois, on est dans des schémas subconscients, voire inconscients. Dans l'enfance, ça peut être du ballottement, c'est-à-dire que c'est un enfant qui grandit dans un contexte familial où ça bouge beaucoup, hein, les parents déménagent beaucoup, pour des raisons de séparation entre les parents, il est amené à beaucoup bouger. Et en fait, cette forme d'instabilité peut le poursuivre à l'âge adulte. Donc, c'est pas forcément toujours un choix. Parfois, ça peut être quelque chose qui est cultivé, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus subi. Des difficultés de communication, d'expression.
un manque d'écoute aussi. Avec la lune en Gémeaux, donc on est dans un signe d'air relié à la communication. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui ont de la difficulté à aller vers les autres de manière générale, hein, donc de la timidité aussi, et pour qui la communication peut être un vrai défi. C'est pas facile de parler aux gens, notamment aux inconnus. Voilà, des difficultés de communication. Ça peut parfois aller même jusqu'à des handicaps ou des difficultés physiques, hein, de communication, comme le bégaiement par exemple. Voilà, on peut trouver ça dans certains cas pour des porteurs de lune en Gémeaux. Donc des problématiques affectant la concentration, ça peut également arriver. Il faut dire que le Gémeaux, à la base, c'est un signe où ça va très vite, hein, ça bouge beaucoup, ça va très vite, y compris dans la tête, hein, dans la façon de penser. Et donc, quand la Lune est en Gémeaux, on peut avoir certains porteurs de cette configuration qui vont avoir du mal à se concentrer. Donc, dès l'enfance, l'école, ça peut être compliqué, les apprentissages peuvent être compliqués parce que voilà, la concentration ne dure pas bien longtemps. Il peut y avoir un manque d'ouverture envers ce qu'il ne connaît pas, un manque de curiosité. Donc là, il peut y avoir des peurs, la peur d'aller vers ce que l'on ne connaît pas, ou ça peut être tout simplement une absence d'intérêt pour ce qui est différent de ce qui est déjà connu. Et on peut avoir aussi, à l'inverse, trop de curiosité, une curiosité mal placée, des personnes qui vont mettre un petit peu le nez dans les affaires d'autrui et qui vont s'intéresser à des choses qui ne sont pas de leur ressort. Et on peut avoir aussi des personnes pas assez ouvertes, comme on peut avoir des personnes qui sont trop ouvertes, c'est-à-dire qui vont être intéressées par tout, mais quand on est intéressé par tout, on est en fin de compte intéressé réellement par rien. Donc voilà, il peut y avoir trop d'ouverture. Donc il y a de la superficialité pour le coup, hein, un sujet n'est pas approfondi. On peut avoir des opinions, mais des opinions qui sont fondées sur rien de vraiment solide. On a des opinions sur des sujets, mais on n'a pas creusé le domaine, on n'y connaît pas grand-chose, mais on exprime quand même son opinion. Donc ça peut arriver effectivement chez des porteurs de lune en Gémeaux. Toujours pareil, hein, il faut aller voir l'ensemble du thème et évidemment la maison, hein, dans laquelle se trouve la lune en Gémeaux, puisque c'est là où on va voir vraiment où peut se retrouver les points que je liste depuis le début. Et après, il peut y avoir de l'hyperactivité. Donc là encore, hein, dès l'enfance, une lune en Gémeaux, ça peut se traduire par des enfants qui ont vraiment du mal. Pour eux, ça peut être une vraie torture, hein, de rester assis derrière un bureau plusieurs heures. L'énergie dans le corps physique, c'est même l'énergie éthérique, est trop active quelque part. Voilà, elle est trop active et c'est compliqué de la canaliser. Et le corps, en fait, a besoin de bouger. Donc, ce sont souvent des enfants et même des adultes qui vont avoir besoin d'activité pour canaliser leur énergie. Alors, à la fois des activités, on va dire, un peu de défoulement, mais aussi des activités qui vont nécessiter un effort de concentration, comme le yoga, par exemple, ou le tai chi, le qigong, pour à la fois ancrer et à la fois faire travailler cette persévérance qui peut faire défaut à des porteurs de lune en Gémeaux. Et il peut y avoir beaucoup d'étourderies, d'oubli. C'est typiquement la personne qui ne sait plus où elle a posé ses clés, où elle a mis ses lunettes, ce qu'elle a fait de sa liste de courses, elle a dénoté tel numéro et puis elle l'a perdu. Enfin voilà, il peut y avoir de l'étourderie et des oublis. La personne dont on dit un peu qu'elle est tête en l'air, ça correspond bien à des personnes qui ont une lune en Gémeaux. Pas qu'elle, évidemment, hein, mais voilà, ça peut correspondre. Dans la version introvertie, une lune en Gémeaux peut se traduire par un vécu d'une forme de solitude. C'est l'enfant qui peut ne pas avoir été assez intégré dans la famille, participer à des activités où on l'a mis un peu à l'écart. Et il peut vivre aussi du rejet. Enfin, il y a un manque d'inclusion. Un manque d'inclusion qui peut aussi se traduire au niveau des amitiés, hein, dans l'enfance, soit comme je le disais, peut-être des enfants qui ont beaucoup bougé, soit parce qu'en fait, il y a de la timidité, ou parce qu'il peut y avoir aussi des enfants qui sont victimes de harcèlement. Et avec une lune en Gémeaux, on a souvent l'impression d'avoir du mal
à se relier aux autres et donc à être plutôt dans la solitude, ce qui, en vieillissant, peut devenir problématique. Ça peut devenir encore plus délicat parce qu'au bout d'un moment, on pense en fait que la solitude devient quelque chose de bénéfique, on la cultive, alors qu'en fait, ça a été un mécanisme ou de rejet ou de défense qui a été instauré dans l'enfance. Après, passer par des phases de solitude, hein, ça peut être vraiment nécessaire et bénéfique, mais c'est quand ça s'installe de façon durable et que ça s'oppose aussi à l'impulsion de l'âme qui serait une impulsion plus au contraire d'ouverture. Hein. Si vous prenez une personne qui a par exemple un ascendant Balance, un ascendant Verseau ou même un ascendant Gémeaux, elle est censée au contraire aller vers les relations. Donc la lune en Gémeaux peut être un frein quelque part, enfin montrer qu'il y a des freins. Donc il peut aussi y avoir des attachements trop forts. Donc d'un côté, il peut y avoir trop de solitude, mais de l'autre côté, il peut y avoir une forme d'attachement exclusif à une personne qui fait que ça va un petit peu loin. Ça va pas forcément tourner à l'obsessionnel, pas juste avec une lune en Gémeaux. Faut d'autres facteurs pour que ça devienne ça devienne un lien un peu obsessionnel, mais n'empêche que le lien peut être trop fort ou durer trop longtemps, alors qu'il devrait être coupé ou modifié. L'attachement perdure trop longtemps. Difficulté à aller vers les autres, hein, comme je disais, une forte timidité, donc ça active aussi la tendance au repli sur soi. Et il peut y avoir donc un manque d'ouverture envers la variété. On va avoir un rythme de vie plutôt basé sur un train-train, sur des routines qui vont se mettre en place. Hein, encore une fois, manque de curiosité, manque d'ouverture, préfère rester dans ce qui est connu plutôt que de tester des nouvelles activités, vivre des nouvelles expériences, aller dans des lieux qu'on ne connaît pas. Le plaisir, le goût à la variété et au fait de tester n'est pas forcément présent dans la version introvertie de la lune en Gémeaux. Avec une version extravertie, ça peut être tout le contraire. C'est-à-dire on va trop tester de choses et on va rester à la surface de ce qu'on teste. Mais voilà, pour une version introvertie, il y a un manque d'ouverture bien souvent envers la variété. Manque de communication, mais ça va avec le manque de relation, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas vraiment de relation, il n'y a pas d'occasion de communiquer. Mais après, on peut aussi communiquer même en étant seul. Hein, la preuve, je fais des vidéos, je parle à mon ordinateur. Je vous parle aussi à vous, forcément. Hein, je pense à vous qui écoutez, qui regardez mes vidéos. Mais n'empêche que voilà, la communication, c'est pas toujours systématiquement, directement avec des personnes. C'est aussi communiquer avec soi-même, être connecté avec soi-même et pouvoir reconnaître ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce dont on a envie, etc. La lune en Gémeaux traduit bien souvent aussi un manque de connexion à soi et un manque de communication envers soi-même. Et donc, on n'arrive pas forcément après à s'exprimer avec les autres, tout simplement parce qu'on n'est pas au clair avec soi-même. On n'a pas communiqué avec soi-même, donc on n'a pas conscience de voilà ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qu'on voudrait pas, ce que l'on pense de ceci ou de cela. Ça, voilà, ça reste un peu flou et pas assez réfléchi. Donc difficulté d'expression forcément, ça va avec, la peur de l'inconnu, la peur des transports. Alors c'est pas systématique, mais ça peut se retrouver parce que le Gémeaux, encore une fois, c'est un signe de mouvement, de déplacement. En général, les personnes qui sont du signe du Gémeaux aiment plutôt prendre leur voiture ou être dans les transports pour se déplacer, y compris l'avion. Mais quand la Lune se trouve en Gémeaux, surtout dans la version introvertie, les déplacements et les transports peuvent devenir problématiques. Donc on peut avoir la peur de l'avion, par exemple, mais pas que, hein, ça pourrait être la peur du bateau ou même de la voiture, hein, peu importe. Donc voilà, il y a une peur des transports et il peut y aussi, ça peut s'accompagner d'une peur de l'éloignement, c'est-à-dire l'éloignement de la région, de la zone connue. Des fois, c'est même la maison, carrément, l'habitation. Ça peut être compliqué de s'en éloigner. Chez les enfants, ça peut donner la peur de l'éloignement des parents. Hein, voilà, des enfants qui ont une lune en Gémeaux et qu'on enverrait en colonie de vacances
alors qu'ils n'ont pas forcément envie, ça pourrait créer après chez eux de vrais un trauma et accentuer des phobies par rapport à l'éloignement. Donc du repli sur soi dans des activités ludiques, justement, comme ça peut être compliqué d'aller vers les autres, voire d'aller vers l'extérieur, c'est plus facile à la limite de passer son temps à jouer à des jeux vidéo ou à avoir des activités ludiques. Ça peut être, je sais pas, du maquettisme, peu importe, où on se retrouve soi-même à faire des choses sympas, fun, et pas être forcément en contact avec d'autres personnes. Après, il n'y a rien évidemment de négatif dans le fait de jouer aux jeux vidéo ou d'avoir des activités juste soi-même, sans partager ça dans un groupe. C'est toujours pareil, c'est la question de l'excès et c'est la question du repli sur soi et d'une certaine forme de fuite aussi et de non-écoute de l'âme qui, elle, pourrait inviter à autre chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant d'aller voir l'ascendant si lui, il n'aurait pas d'autres propositions. Et également, évidemment, le signe solaire. À ce titre-là, ça me fait penser à un commentaire que je crois que c'est Jérôme qui m'a écrit ça dans la vidéo du Capricorne, où il me posait la question, vous allez voir, je vais faire du lien avec la Lune en Gémeaux, de savoir si le Capricorne était sujet à être ermite toute sa vie. Et c'est vrai que le Capricorne peut naturellement avoir tendance à préférer sa solitude, son confort individuel ou avec des personnes, on va dire, de confiance. Et donc, bon, je lui répondais que non, il y avait évidemment rien d'inéluctable. Et après, il m'a mis un deuxième commentaire où, en fait, il me disait qu'il avait la Lune en Gémeaux. Et là, en fait, forcément, je me suis dit, je n'ai pas répondu à Jérôme, donc du coup, je lui réponds à travers la vidéo, que la Lune en Gémeaux pouvait accentuer le côté repli sur soi, ermite du Capricorne, mais qu'en même temps, ce sont quand même les qualités du Capricorne, de son signe solaire, qui méritent d'être développées pour contrebalancer les effets de la Lune en Gémeaux. Je m'explique. Le Capricorne, c'est un signe de maîtrise, c'est un signe qui prédispose tout de même à développer une forme d'expertise, c'est-à-dire à devenir bon dans un domaine donné, parce qu'il va s'investir, parce qu'il a aussi sûrement en lui des capacités, des compétences qu'il porte de précédentes incarnations et qu'il va naturellement reprendre dans cette vie-là. Donc on va dire qu'il a un talent pour quelque chose, parce qu'en fait, voilà, il l'a déjà travaillé dans de précédentes incarnations. Or, le fait de mettre l'accent sur le développement de capacités, de compétences, d'un talent donné, va pouvoir le rapprocher des autres parce qu'à un moment donné, le Capricorne va se sentir poussé à transmettre. Et donc, c'est là où ça peut contrebalancer et la Lune en Gémeaux et la tendance naturelle de l'ermite du Capricorne, c'est-à-dire qu'il peut retrouver le goût de la relation en allant dans une forme d'enseignement, de conseil, de transmission, d'apport aux autres de ce qu'il sait bien faire. Donc, tout ça pour vous dire, je prends un exemple concret suite à ce commentaire, ça m'y fait penser, d'aller voir effectivement quelles sont les qualités de votre signe solaire qui peuvent justement, encore une fois, vous aider à contrebalancer les effets un peu pesants d'une lune en Gémeaux ou de n'importe quelle lune, peu importe, c'est valable pour toutes les lunes. Voilà. Et ensuite, évidemment, plus on avance en âge, et plus ça va être les qualités de l'ascendant qui mériteront d'être investies et travaillées. Bref, j'en reviens à ma lune en Gémeaux. Il peut y avoir chez certaines personnes aussi une nostalgie de l'enfance. On peut penser effectivement que le passé, l'enfance, c'était mieux, mieux que maintenant, puisque la lune relie au passé, une lune en Gémeaux va relier à l'enfance. Mais il peut y avoir aussi une forme de déni ou d'absence d'objectivité par rapport à ce qui a pu être vécu dans l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de ce qu'a pu être l'enfance, le fameux c'était mieux avant, mais on oublie que on a pu aussi passer des moments vraiment pas fun pendant son enfance et encore une fois hériter aussi de traumas, et donc voilà, c'est une vision qui empêche aussi d'être présent parce qu'on a cette forme un peu de nostalgie de l'enfance.
Donc manque de connexion vers les grandes qualités thématiques de la maison habitée, donc ça c'est classique, hein, c'est-à-dire que le Gémeaux c'est un signe de connexion, mais quand la Lune se trouve en Gémeaux, ben, il y a des difficultés sur le plan de la connexion et donc ça va particulièrement toucher la maison habitée et donc les qualités supérieures de la maison dans laquelle se trouve la Lune en Gémeaux. Donc après, ça peut être travaillé ailleurs, notamment si il y a des planètes fortes dans le signe qui correspond à la maison habitée, hein. Donc par exemple, si vous avez la Lune en Gémeaux en maison 6, c'est le signe, c'est la maison de la Vierge, sixième signe du zodiaque. Mais si vous avez des planètes importantes en Vierge, ben, ça peut effectivement contrebalancer la difficulté de connexion. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un travail particulier à réaliser, il va falloir peut-être un petit peu être tenace pour développer les qualités de la maison, enfin du signe, mais n'empêche que c'est la voie de développement à suivre. Et donc des changements émotionnels, d'état d'être interne qui peuvent être assez forts. Alors disons que dans la version introvertie, c'est vraiment interne, c'est-à-dire qu'on sent, enfin on a l'impression de sentir en soi qu'on switch d'émotions très vite, enfin voilà, enfin, je le disais, hein, des sautes d'humeur, mais c'est vraiment, il y a une espèce d'intériorisation de ces sautes d'humeur qui fait que voilà, on comprend pas pourquoi on passe d'une humeur à l'autre au cours de la journée. Il y a même plus besoin que ce soit un événement extérieur qui le provoque, ça se fait presque spontanément en interne. Bon, après, c'est parce qu'il y a enfin, il y a des énergies, des fluctuations, peut-être même des pensées hein, qui provoquent ces changements d'humeur, mais n'empêche que c'est pas toujours facile à vivre. Dans la version extravertie, la Lune en Gémeaux peut se traduire, comme je le disais, particulièrement par des difficultés de concentration dans les apprentissages et d'étourderie. Ça peut être évidemment dans la version introvertie, mais ça me paraît être plus présent chez l'extraverti qui peut être très vite distrait. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est censé apprendre, écouter en classe et puis qui va plutôt discuter avec un ou une copine, qui va regarder ce qui se passe à l'extérieur par la fenêtre de la classe, qui va même penser à autre chose. Donc il peut vraiment y avoir des difficultés de concentration par de la distraction en fait. Et après ça peut être aussi des troubles intellectuels. Enfin voilà, il peut y avoir des difficultés de concentration liées à de l'hyperactivité aussi. Donc c'est pas en disant à l'enfant concentre-toi que ça va régler les choses, hein. C'est comme quand on est énervé, quelqu'un nous dit calme-toi, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il faut regarder, enfin il y a peut-être un diagnostic à faire sur la raison des difficultés de concentration. Donc de l'agitation physique, nerveuse, de la difficulté à tenir en place, de l'hyperactivité, de la difficulté dans les engagements relationnels, hein, donc au sens large du terme relationnel. Donc on peut avoir tendance à nouer une relation, mais sans qu'elle soit vraiment solide. Donc voilà, on connaît plein de personnes, mais on n'est pas forcément hyper amis, où on va pas approfondir, on va pas vraiment passer du temps avec telle ou telle personne. Même dans une relation amoureuse, hein, on peut y aller que d'un pied lorsqu'on a une lune en Gémeaux. Alors, il peut même y avoir des problématiques de multi-relations chez certains porteurs de lune en Gémeaux, qui fait qu'effectivement, non seulement ils ne s'engagent pas, mais en plus ils peuvent avoir plusieurs relations amoureuses, affectives en même temps. Il y a aussi la faculté, alors je sais pas si c'est une faculté, à mettre facilement fin à une relation. Il y a ce terme un peu à la mode où on dit qu'on ghost ou on se fait ghoster par quelqu'un, c'est-à-dire en fait qu'on disparaît du jour au lendemain quasiment de la vie de quelqu'un. Pour moi, c'est assez lune en Gémeaux, hein, cette tendance un petit peu à couper très facilement, ou de façon un peu radicale une relation où on donne plus de nouvelles. Voilà, on disparaît de la relation, alors que peut-être qu'avant il y avait eu quand même une relation avec vraiment du partage, une présence dans la relation. Mais voilà, quand on a une lune en Gémeaux, c'est pas pour autant que ça va durer. On peut aussi, peut-être parce qu'on trouve qu'à un moment donné, ça devient trop contraignant, ou parce que on se rend compte qu'on n'apprécie plus autant que ça la personne, ou parce qu'on a envie de passer à autre chose, on peut disparaître, on peut disparaître de la relation. Pour s'intéresser à plusieurs partenaires en même temps, avoir plusieurs partenaires en même temps, j'en ai parlé. Ça peut être même dans le cadre des affaires, hein, on peut avoir un petit peu parfois des personnes qui vont
qui vont dire oui dans des contrats à plusieurs personnes et ce sera pas très clair, pas très, voilà, pas très honnête même, mais bon, ça peut arriver. Donc ça peut être la personne qui va s'intéresser à trop de sujets, trop de domaines, en même temps et sans en approfondir aucun. Bon, beaucoup de bavardage pour certains porteurs de lune en Gémeaux, donc, surtout la version extravertie, puisque la version introvertie, c'est le contraire, on ne parle pas. Donc du bavardage, de la curiosité mal placée, de l'indiscrétion, des mots maladroits aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on ne réfléchit pas assez à ce qu'on va dire avant de le dire, donc on dit des choses et puis après, ben oui, ça a blessé ou en fait, il fallait pas dire ça à cette personne-là. On a peut-être aussi lâché un truc, révélé un secret. Donc il peut vraiment y avoir de la maladresse dans la communication. Chez certains, ça peut aller carrément jusqu'au commérage, hein, les cancans, les commérages, voilà. On parle sans réellement savoir, sans connaître son sujet, puisqu'on n'a pas approfondi, mais on a quand même un avis, on a envie de parler de ce sujet-là, même si on ne le connaît pas. Et puis on peut avoir aussi des beaux parleurs, c'est-à-dire des gens qui, alors là il faudrait peut-être d'autres planètes en Gémeaux aussi, qui savent relativement bien utiliser la communication, mais on va dire, hein, pour le dire un petit peu simple, soit elles brassent de l'air, c'est-à-dire qu'elles ont la forme mais elles n'ont pas le fond, comme dans les débats, dans certains débats télévisés, ou alors ça peut même être carrément des embobineurs, hein, ou enfin des personnes qui embobinent, parce que je ne sais pas si embobineur c'est un mot français, donc des personnes qui vont vous des commerciaux par exemple, hein, qui vont vous sortir plein de mots techniques ou qui vont vous donner l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent pour vous faire acheter tel ou tel produit, alors qu'en fin de compte, bon, c'est peut-être pas déjà un de vos besoins, et puis c'est pas le produit adapté, et puis c'est pas un produit de qualité. Enfin voilà, ça peut être vraiment, faut être un petit peu vigilant parfois, voilà, et pas se laisser avoir, parce qu'une lune en Gémeaux introvertie, on pourrait avoir tendance à se faire un peu avoir par les embobineurs. La lune en Gémeaux extravertie, on peut être celui qui embobine quelque part. Manque d'écoute aussi, hein, on ne prend pas le temps. Enfin voilà, ça peut être pesant. On peut trouver ça pesant de passer du temps à écouter autrui. Là aussi, il peut y avoir des difficultés de concentration. L'autre me parle, mais en fait, je l'écoute pas, je suis ailleurs. Voilà. Donc j'acquiesce, mais je n'ai pas écouté un mot de ce qu'il m'a dit. Voilà, ça peut arriver. Refus des contraintes, du sérieux de la vie, veut surtout s'amuser, ne pas se prendre la tête. Donc voilà, il peut y avoir des personnes qui, après, il faut d'autres facteurs, hein, pour qu'il y ait des addictions, mais si on mélange plusieurs facteurs avec une lune en Gémeaux, il peut y avoir aussi une addiction au jeu, hein, des personnes qui vont jouer, alors pas uniquement les jeux vidéo, hein, mais ça peut être des jeux d'argent, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être enfin toutes sortes de jeux, hein, des jeux même des jeux collectifs, peu importe. On va parier sur des jeux, on va passer son temps à regarder des matchs, des choses comme ça, parce que voilà, c'est fun, c'est sympa, et en même temps, ça fait passer le temps sans que ce soit pesant. Mais voilà, il y a un côté effectivement peu sérieux, si je puis dire. Avec aussi donc pour le coup certains risques qui peuvent être comme des risques d'addiction qui peuvent être favorisés. Et puis, j'en ai pas peut-être parlé, mais le Gémeaux fait partie des signes un peu séducteurs naturellement, et donc une lune en Gémeaux dans la version extravertie, non seulement ça peut donner le beau parleur, mais ça peut donner la personne aussi qui aime bien séduire. Donc quelqu'un qui va être même presque ou carrément dans un excès de séduction, donc notamment par de la communication, par des mots, mais voilà, ça peut aller jusqu'à de la manipulation. Donc après, hein, encore une fois, on va pas stigmatiser, caricaturer les porteurs de lune en Gémeaux. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui a la lune en Gémeaux que c'est forcément un manipulateur, hein. Ce serait simpliste et dangereux de faire ce genre de raccourci. N'empêche que voilà, ça peut être et puis les manipulateurs, on peut les trouver sur n'importe quel signe, hein, évidemment. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être présent lorsque il y a une lune en Gémeaux. Voilà. Bon, passons à présent, bon, encore une vidéo qui va être super longue, à l'interprétation des lunes en Gémeaux en maison. Donc, je vais commencer par la maison 3, donc qui est justement la maison du Gémeaux. Donc, autant dire que là, on a une double dose de Gémeaux. Donc, c'est la maison des relations, des liens, des connexions. Je ne vais pas répéter parce que c'est ce que j'ai déjà dit concernant le Gémeaux. C'est aussi la maison de la guérison ou des guérisseurs.
Donc avec Lune en Gémeaux en maison 3, il y a peut-être aussi une difficulté à guérir, que ce soit émotionnellement, physiquement. Voilà, il peut y avoir une difficulté à se connecter à l'énergie de guérison ou tout simplement à guérir. Donc peut-être un point de vigilance aussi si on a une Lune en Gémeaux en maison 3. Donc je vais m'arrêter un peu plus sur les points spécifiques d'interprétation. Donc là, autant dire que les difficultés de relations sont particulièrement accentuées. Donc soit un grand isolement, donc c'est vraiment quelqu'un, un enfant qui a pu manquer de relations, manquer d'ouverture vers les autres, peut-être parce que dans sa famille, on valorisait pas la relation aux copains, aux copines, où le milieu familial vivait de façon assez isolée, replié sur lui-même, au fin fond de la forêt ou dans un village perdu. Et bon, voilà, il y avait peut-être très peu de possibilités de relations. Soit au contraire, il y a des relations mais qui vont jamais durer bien longtemps. Donc on va retrouver vraiment, ça peut être des personnes qui se déplacent beaucoup ou qui vont rencontrer facilement des gens mais qui vont rester à la surface. Le lien a vraiment du mal à s'établir avec les autres et donc il peut y avoir une forme d'exclusion, soit que le porteur de la Lune en Gémeaux en maison 3 est lui-même exclu dès l'enfance. Comme je disais, il peut même y avoir du harcèlement, ou il peut y avoir tout simplement l'enfant qui n'est pas intégré dans les groupes de jeu. Soit en fait, c'est lui qui peut avoir tendance inconsciemment à se mettre à part, à s'exclure de lui-même, à s'isoler. Bon, bien souvent, il faut qu'il y ait des expériences précédentes pour en arriver là, mais effectivement, l'exclusion peut être une problématique d'une Lune en Gémeaux en maison 3 particulièrement forte. Il peut d'ailleurs avoir le sentiment de ne pas comprendre les gens et de ne pas être compris par les autres. Ça peut vraiment se donner ce sentiment de se demander ce qu'on fait là et de trouver que les relations humaines, c'est compliqué, c'est difficile, que voilà, il y a rien d'agréable dans les relations humaines. Bon, c'est pas vrai, mais ça peut être ce que peut en venir à penser un porteur d'une Lune en Gémeaux en maison 3. Donc après, il peut y avoir aussi un flou par rapport aux apprentissages à acquérir, c'est-à-dire que c'est déjà l'enfant qui soit il peut avoir des difficultés d'apprentissage, il n'arrive pas à se connecter aux apprentissages, donc il n'arrive pas à apprendre. Soit en fait, il a l'impression que bon, ça rentre pas, il apprend, mais ça veut pas s'intégrer, ça veut pas se mémoriser, voilà, ça rentre pas, ou il trouve pas d'intérêt aux apprentissages scolaires, il voit pas pourquoi on lui fait apprendre ceci ou cela, il n'a pas de domaine, de sujet qui pourrait l'intéresser particulièrement. Et même parfois sur le plan des expériences, il peut avoir soit un peu des peurs, soit du mal à aller vers des expériences nouvelles, à apprendre des choses nouvelles, à tester. Ça peut être compliqué pour lui. Où il peut commencer beaucoup de choses. Voilà, on peut lui proposer, pour peu que l'environnement familial soit solliciteur, en tout cas peut proposer à l'enfant d'essayer des activités, mais il va pas forcément accrocher à quoi que ce soit. Donc ça peut être compliqué et ça peut aussi poursuivre à l'âge adulte. Voilà, on peut avoir des personnes qui pourront peut-être commencer des activités, mais n'iront pas forcément bien loin. Le plan de la relation peut être tellement complexe pour certains porteurs de Lune en Gémeaux en maison 3 que ça peut donner l'impression de ne pas comprendre les codes sociaux. Voilà, je comprends pas comment fonctionnent les codes sociaux. Dans certains cas, mais vraiment dans certains cas, c'est pas systématique aux porteurs d'une Lune en Gémeaux en maison 3, on peut avoir des personnes qui se trouvent sur un trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être ça, dans le sens où, encore une fois, les codes sociaux, les relations, ça peut être compliqué. Donc voilà, si vous avez l'impression que les relations peuvent être très difficiles pour vous, peut-être qu'il y aurait un diagnostic à faire, aller voir, ça peut éclairer, et ça peut donner du sens.
par rapport à une possibilité d'être sur le trouble du spectre de l'autisme. Après, on n'a pas forcément envie ou forcément besoin de le vérifier, mais voilà, pour certains, ça peut être libérateur de savoir d'où vient la difficulté vécue, et notamment la difficulté dans la communication, dans la relation, dans le fait d'être bien avec les autres. Voilà, ça peut être en lien avec, encore une fois, une problématique d'autisme. Donc, quoi d'autre? Oui, de la maladresse dans les propos, n'a pas été écouté, sa parole n'a pas été valorisée dans l'enfance, a pu entendre dire qu'il devait se taire. Il peut y avoir une question de silence aussi, avec une lune en Gémeaux, où on peut avoir des enfants à qui on a dit souvent de se taire. Voilà, ne parle pas à table, c'est pas ton tour de parler, ou on a pu faire sentir à l'enfant que sa parole n'était pas prise en compte et ne comptait pas. Donc les tours de rime, alors là, on va dire au maximum, manque de concentration, difficulté de concentration, lune en Gémeaux en maison 3. Ça peut être aussi des enfants et des adultes qui se cognent assez facilement parce que soit ils bougent trop vite, soit ils font pas assez attention à leur environnement et donc ils n'ont pas vu que, je sais pas, il y avait la table qui était là, ou il y avait tel objet posé par terre, ils vont marcher dessus. Enfin bon, voilà, ça peut donner un peu, oui, des chutes ou des mots pas forcément graves, mais le fait de se cogner ou de se blesser peut arriver par étourderie ou par mouvement trop rapide. Donc l'immaturité, l'infantilisme, ça peut aller jusqu'aussi au syndrome de Peter Pan. Je suis désolée, je dresse un portrait un petit peu lourd pour une lune en Gémeaux en maison 3, mais encore une fois, je caricature, j'extrais ça de l'ensemble du thème. Donc évidemment, faut resituer ça dans un ensemble, que ce soit pour l'autisme ou que ce soit pour le fait d'être atteint du syndrome de Peter Pan. C'est pas parce que vous avez une lune en Gémeaux en maison 3 que ça va être forcément le cas. Donc des difficultés alors le syndrome de Peter Pan, c'est l'adulte en fait qui reste enfant, qui ne grandit pas. Je crois qu'il paraît que c'était Michael Jackson qui était atteint du syndrome de Peter Pan, enfin, je crois. Donc voilà, c'est de la nostalgie de l'enfance, mais en termes de syndrome. Voilà. On passe pas le cap de l'adolescence et de l'âge adulte. Difficulté à finir ce qui est commencé, laisse beaucoup de choses en plan, passe à autre chose. Instabilité générale, difficulté aussi à se poser. Ça peut même donner l'impression en fait de pas arriver à être là, tout simplement, voilà, à se poser quelque part. Et même pour l'entourage, c'est pas toujours facile à vivre parce qu'on peut avoir des personnes qui bougent énormément, qui s'assoient pas très longtemps, et donc c'est un peu comme une tornade en fait. Donc voilà, quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, ça peut donner de la nervosité, de l'agitation, de l'hyperactivité physique, mais enfant comme adulte, ça peut rester pendant un petit moment. Donc c'est là où ça peut être important de le contrebalancer par des activités qui vont aider à temporiser ou à ancrer ou à canaliser cette énergie un peu chaotique. Et puis donc des émotions vraiment très changeantes, mais avec l'impression, quand on a une lune en Gémeaux en maison 3, qu'on contrôle rien. On n'arrive pas à contrôler ses réactions émotionnelles, ses changements d'humeur ou son hypersensibilité qui peut vraiment être douloureuse pour un porteur de lune en Gémeaux et notamment de lune en Gémeaux en maison 3. Donc voilà, après c'est comment travailler, comment faire avec son hypersensibilité. Je sais qu'il y a plein de bouquins sur le sujet. Après évidemment, il peut y avoir aussi des accompagnements avec des professionnels de ce domaine-là, mais ça peut être quelque chose qui mérite une attention particulière parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'être hypersensible. Donc les pensées vont très ou trop vite, agitation mentale qui peut être très fatigante à vivre. Alors là, c'est l'impression que ça tourne tout le temps dans la tête, quoi. Ça s'arrête pas. Donc ça peut aussi créer des troubles au niveau de l'endormissement. On n'arrive pas à s'endormir parce qu'on a toujours une pensée qui traverse le cerveau. On peut faire aussi des connexions. On part d'une pensée, puis ça en amène à une autre, qui en amène à une autre. Enfin bon, ça va très très vite. Et ça peut aussi donner des personnes qui, pour le coup, vont retraduire cette vitesse excessive dans leurs paroles. Donc des personnes qui vont parler très vite, trop vite. Et comme je disais, qui vont aussi bouger très vite, tornade ou courant d'air, voilà,
Ça peut être enfin assez commun chez les lunes en Gémeaux en maison 3. Après, ça peut aussi, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais derrière, je parlais de la séduction, mais derrière la séduction qui peut être excessive, ça peut cacher un besoin d'être aimé et accepté tel qu'il est, tel que le porteur de la lune en Gémeaux est. Et de ne pas et de par l'hypersensibilité, le fait de ne pas se sentir accepté et aimé tel qu'il est, ça devient tellement douloureux que ça peut provoquer effectivement du rejet, une mise à l'écart, ou alors à l'inverse des comportements déviants de séduction afin de se rassurer sur sa capacité à être aimé. Bon, ça marche pas comme ça évidemment, mais ça peut être des mécanismes de compensation mis en place. Donc là aussi, il y a une histoire personnelle, familiale qui peut avoir appuyé ces tendances-là par rapport à d'autres que je vous ai présentées sur la Lune en Gémeaux en maison 3. Continuons avec la Lune en Gémeaux en maison 5, la maison du Lion. Je ne reprends pas les grandes caractéristiques de cette maison, vous les avez sous les yeux. Je vais directement sur l'interprétation. Donc, difficulté à trouver sa place. Le Lion, si quand même je vais y venir un peu, hein, c'est quand même le signe de la connaissance et de la conscience de soi. Et quand on a du lion, en général, quand tout va bien, on trouve sa place, on sait qui on est, on s'affirme, on rayonne, on se montre aussi parfois, voire souvent. Mais voilà, avec une lune en Gémeaux en maison 5, c'est un peu comme si on n'arrivait pas à se connecter à soi-même. C'est-à-dire que on ne se connaît pas, on ne connaît pas, pas dans sa totalité, mais il y a certains aspects de soi, de sa personnalité, de ses qualités, de ses capacités auxquels on n'est pas connecté. Donc on ne se connaît pas suffisamment et forcément, ça va se traduire par des difficultés à trouver sa place. Il se peut aussi que la difficulté à trouver sa place ait été présente dans l'enfance, soit parce que le lien avec le père était défaillant, manquant, enfin il y avait quelque chose de pas juste, de pas équilibré. Hein, le père participe beaucoup à donner à l'enfant une assise solide pour qu'il trouve sa place dans la société. Si la relation est défaillante à la base, ça peut donner des difficultés justement à trouver sa place et ça va poursuivre à l'âge adulte dans la difficulté à trouver sa place au niveau professionnel. Donc que ce soit par le fait d'être reconnu, donc il va y avoir un manque de reconnaissance professionnelle, peut-être même aussi déjà un manque des difficultés à intégrer le monde du travail, à trouver sa place dans le monde du travail. Et donc après la difficulté, une fois qu'on y est, à se sentir à sa place, à tel poste, dans telle équipe, dans telle activité à réaliser. Et puis, ça peut donner aussi pas mal de difficultés de relations avec des figures d'autorité, puisque le lion, c'est quand même une énergie de pouvoir. Voilà, le lion, hein, le roi des animaux. Donc, lune en Gémeaux en maison 5, j'ai du mal à me connecter à mon propre pouvoir, mais j'ai aussi du coup du mal avec l'autorité. Donc, ça peut donner des personnes qui vont être effacées, timides et très mal à l'aise avec les figures d'autorité. Et à l'inverse, hein, toujours le rayon 4 de la Lune, on peut avoir des personnes qui sont trop ou pas justement connectées à la notion donc d'autorité, de pouvoir, et qui peuvent être dans de l'abus de pouvoir, dans de l'autoritarisme. Alors là aussi, hein, il peut y avoir de la compensation par rapport à l'enfance, ou il peut y avoir le fait de reproduire un modèle familial d'abus de pouvoir, hein, que ce soit le père ou la mère qui était très très autoritaire. Mais donc on est sur une relation au pouvoir qui est pas forcément bien, enfin, la connexion est pas bien faite, donc il peut y avoir forcément ou un manque ou un excès dans la relation au pouvoir. Donc tout comme voilà, la difficulté à s'affirmer, à communiquer. Alors ça peut être très compliqué hein, pour un porteur de lune en Gémeaux en maison 5. Tout ce qui est communication devant un groupe. Alors déjà dans l'enfance, hein, c'est l'enfant qui va être terrorisé d'aller parler devant la classe, de présenter un sujet, un devoir, enfin voilà, un exposé. Ça va le poursuivre hein, à l'adolescence, pendant les études. Il peut faire des études brillantes, mais avoir un trac pas possible au moment des oraux, par exemple. Dès qu'il aura effectivement à prendre la parole, donc avoir les regards braqués sur lui, ça peut le paralyser. Hein. Il peut y avoir beaucoup de stress
Donc là, il peut y avoir un travail à faire, par exemple, dans l'enfance, enfin, ou les adolescents quand ils ont des examens comme ça, avec la sophrologie notamment pour aider un petit peu à détendre. Mais bon, après, voilà, il y a peut-être d'autres approches pour aller un petit peu plus loin, mais n'empêche que ça peut être source, encore une fois, de stress. Ça peut donner aussi des personnes qui vont se connecter à ce qui brille, c'est-à-dire ce qui a les apparences d'un certain prestige, voire d'une forme de luxe, ce qui a de la prestance, alors que ce soit une enseigne, des marques prestigieuses, ou une personne qui semble avoir, voilà, comme ça, une certaine radiance, une certaine prestance, un certain charisme. Donc la personne qui a la lune en Gémeaux, en maison 5 parce qu'elle-même, elle a l'impression de manquer de ça, donc elle peut le rechercher, mais du coup, il y a quelque chose qui peut ne pas bien se passer parce qu'elle peut tomber sur une personne qui va être charismatique comme ça, mais aussi, comme je disais, excessivement autoritaire, où elle va être attirée par un univers assez de luxe, brillant, etc. Mais en fin de compte, c'est pas là qu'elle va se sentir à sa place, où il va y avoir d'autres problématiques relationnelles qui vont émerger. Donc voilà, ça peut créer ce genre de difficulté où on est toujours sur cette notion d'avoir du mal à trouver sa juste place. On peut avoir des personnes qui sont relativement égocentriques ou qui vont tomber sur des personnes qui le sont. Donc, soit en fait, avec une lune en Gémeaux en maison 5, j'ai tendance à tout ramener à moi et je me vis vraiment comme un peu le centre le centre de l'univers, ou je vais vers des personnes qui sont très égocentriques. Et je pense qu'il va être possible de partager des choses avec ces personnes-là, mais en fin de compte, ce sont des personnes qui on est aussi dans les excès ou les travers du lion, dans le narcissisme. Donc, on peut avoir, avec une lune en Gémeaux en maison 5, des expériences avec des troubles, des personnes atteintes de troubles narcissiques, que ce soit parce qu'on a ce trouble-là ou parce qu'on on en est victime avec donc une lune en Gémeaux en maison 5. Encore une fois, c'est une possibilité, c'est pas systématique. Manque d'organisation. À la base, on met peut-être pas assez l'accent là-dessus, mais le lion, c'est quand même un signe d'organisation, d'ordre, de discipline, de maîtrise. Donc voilà, plutôt carré quand même si c'est pas un signe de terre. Mais voilà, quand la lune est en Gémeaux en maison 5, c'est que ses capacités d'organisation, de mettre de l'ordre, de développer aussi un certain sens stratégique, ça peut manquer. Donc ça peut donner un côté très désordonné, avec le fait de partir un petit peu dans tous les sens, ou de pas savoir par quoi commencer, ou voilà, manquer, on va dire, généralement d'ordre et d'organisation. Donc globalement, la personne ne se connaît pas, elle va avoir besoin, donc pour le coup, là, la position du soleil va être importante pour déterminer quelles grandes qualités sont à développer et donc contrebalancer ce manque de connaissance de soi et cette connexion à soi qu'il va falloir renouer pour développer effectivement la connaissance de ses qualités, leur croissance, connaître aussi ses défauts, parce qu'avec une lune en Gémeaux en maison 5, on peut avoir tendance, ça va un peu avec l'égocentrisme, à ne voir que ses qualités et à faire abstraction de ses défauts. C'est comme si on voulait donner en permanence une bonne image de soi, et donc on va pas les voir, nos zones d'ombre. Et ça peut être problématique, parce que du coup, on ne voit pas ce qui pourrait nous entraver ou qui pourrait effectivement freiner notre évolution et qui peut aussi participer à créer des relations qui sont pas top, parce que si je me mets en avant dans mes qualités et que je prétends n'avoir que des qualités, voire être un petit peu au-dessus de certaines personnes, je vais créer en face de l'incompréhension, voire du rejet. Et donc après, je vais m'apitoyer sur mon sort en me disant, tiens, j'ai encore été rejetée ou j'ai été jalousée même, alors que peut-être que dans mon attitude, il y avait quelque chose qui avait provoqué ça. Donc attention, effectivement, je parlais du narcissisme, de l'égocentrisme, mais aussi de cette tendance à ne mettre en avant et à ne voir que ces aspects, on va dire, qualitatifs, des qualités, et à ne pas voir ces zones d'ombre. On en a tous, donc faire parfois un peu l'effort d'aller voir aussi ce qui est moins beau chez nous.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, il peut y avoir un refus des responsabilités, parce que ça aussi, ça fait partie à la base du lion d'être assez responsable, déjà de lui, mais après, il peut être aussi responsable au niveau professionnel, hein, et donc prendre des responsabilités. Mais avec le côté parfois, comme je disais, un peu infantile du Gémeaux, une lune en Gémeaux en maison 5 peut se traduire par un refus des responsabilités. Donc après, ça peut être des personnes qui vont pas vouloir avoir de poste à responsabilité, rester dans des fonctions plutôt simples, mais ça peut être aussi de pas vouloir avoir de responsabilité dans sa vie et enfin le moins possible en tout cas. Hein, ou des fois ça peut être difficile à vivre aussi dans le couple si on se décharge de ses responsabilités sur le conjoint. Dès qu'il y a un truc un peu sérieux, on va dire au conjoint, c'est toi qui t'en occupes, ou on n'est pas présent tout simplement. Donc ça peut être voilà, ça peut être problématique aussi à ce niveau-là. Et puis pour terminer, donc il peut y avoir un excès de moi-je, mais il peut y avoir aussi à l'inverse un manque de rayonnement, être relativement effacé, un peu terne en fait. C'est comme si la lumière naturelle du lion, hein, puisqu'il est relié au soleil, était mise en veille parce qu'on n'est pas vraiment connecté, on n'a pas vraiment allumé cette lumière-là. Donc il peut y avoir un côté de manque de rayonnement, mais aussi donc derrière, hein, c'est un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Voilà. Donc j'ai dit pas mal de choses qui peuvent donc parfois sembler contradictoires, mais c'est aussi l'effet du rayon 4 de la Lune. Après, l'important, c'est de savoir ce qui vous parle à vous, sans, comme je le disais, avoir nécessairement à cocher toutes les cases, et encore heureux, parce que ça ferait beaucoup à porter pour une même personne. Alors, continuons avec la Lune en Gémeaux en maison 8, le Scorpion. Qui gouverne donc la maison 8, qui est la maison donc des dualités exacerbées. Qu'est-ce que ça veut dire les dualités exacerbées? C'est-à-dire que la maison 8, le Scorpion, nous fait visiter les extrêmes, c'est-à-dire aussi bien nos aspects, nos grandes qualités, nos aspects, on va dire lumineux, mais aussi nos ombres, nos défauts, nos travers, nos peurs, tout ce qui nous plombe. Donc, quand on a des planètes en maison 8, on peut avoir le sentiment qu'on va passer par des hauts et des bas, qu'on va avoir de l'optimisme mais du pessimisme, qu'on va avoir des belles qualités pour l'instant d'après, enfin l'instant d'après j'exagère un petit peu, mais avec une lune en Gémeaux en maison 8, ça peut vraiment être ça, passer sur des aspects beaucoup plus plombants, beaucoup plus sombres. C'est aussi donc la maison de ce qui est caché, mystérieux, secret, parfois trouble. Donc il ne serait pas étonnant qu'avec une lune en Gémeaux en maison 8, il y ait un secret de famille ou quelque chose, enfin où la notion de secret peut être relativement présente. C'est la personne à qui on cache une liaison, par exemple, ou qui elle-même a une liaison, hein, puisque donc elle peut être aussi celle qui a un secret. Mais donc voilà, la notion de secret peut être présente de cette façon-là. C'est la maison de la révélation et la transformation, des crises, des épreuves dont le but est de mener vers un triomphe. Hein, c'est pas juste pour le plaisir de faire vivre des crises et des épreuves. De la combativité et du courage. C'est la maison aussi qui renvoie à tout ce qui est occulte, le monde un petit peu d'occultisme. C'est pour ça que ça peut relier aussi à la voyance, à l'astrologie, même à la psychologie. Hein, c'est la maison des psychologues, la maison 8 est le signe des scorpions. Et aussi tout ce qui a trait à la sexualité. Donc, avec Lune en Gémeaux en maison 8, il n'est pas rare que la sexualité présente quelques difficultés. Je vais le dire directement, je l'ai noté. Donc, sur le plan de la sexualité, ça peut donner, on est toujours dans les extrêmes, hein, soit un refus et un rejet de la sexualité, il peut y avoir des peurs fortes par rapport à la sexualité, soit au contraire, il peut y avoir une vie sexuelle, mais avec de la dépendance, avec peut-être aussi des expériences sexuelles assez extrêmes. Donc voilà, le rapport à la sexualité peut être un sujet assez fort et complexe pour un porteur de lune en Gémeaux en maison 8. Alors, il peut arriver aussi que dans l'enfance, quand on a une lune en Gémeaux en maison 8, on ait grandi dans un contexte familial difficile, où il pouvait y avoir des conflits, la famille a pu vivre aussi une épreuve particulière, hein. Le Scorpion renvoie aussi à la guerre, hein. Donc voilà, on a pu grandir dans un environnement où soit il y avait des conflits dans la famille, soit on a grandi dans un pays qui a connu la guerre, et donc après ça va créer sa part de trauma. Mais donc peut y avoir une notion de violence qui est présente dans l'environnement.
Ça peut être de la violence verbale et ou physique. Ça peut même aller jusqu'à des abus. Et donc, comme je disais, il peut y avoir aussi un secret de famille qui peut effectivement peser sur le porteur d'une lune en Gémeaux en maison 8 et qui fait qu'en fait, c'est comme s'il y avait une partie de son histoire qui lui manque, une pièce d'un puzzle qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet. Donc sur le plan des relations adultes, il peut y avoir le risque de se connecter à des personnes qui sont assez toxiques, néfastes. Ça peut même être une attirance un peu malsaine chez les porteurs de lune en Gémeaux en maison 8. Encore une fois, c'est pas conscient, c'est pas volontaire, mais c'est les personnes qui peuvent être attirées par celles ou ceux qui sont un peu, je sais pas, par exemple la figure du voyou ou de la personne qui effectivement semble avoir un peu des problèmes psy, mais après si en plus il y a du poisson ou de la vierge, on peut vouloir aider, mais voilà, on peut être pris dans des relations avec des personnes qui vont être plombantes, et il peut même y avoir des problématiques, encore une fois, de violence qui peuvent se reproduire s'il y en a déjà eu dans l'enfance ou d'abus. Donc en fait, il y a une espèce de connexion aux ombres portées par autrui qui fait qu'on se retrouve pris par les ombres d'autrui, mais parce qu'on a des ombres en soi qu'on n'a pas bien souvent conscientisées. Ça va être un travail qui peut être bénéfique à réaliser pour un porteur de lune en Gémeaux en maison 8, c'est d'aller voir ses propres ombres, mais dans les ombres, on peut y mettre aussi des souffrances, les traumas, les blessures émotionnelles, qui n'ont pas été traitées, et moins elles sont traitées, plus elles sont susceptibles de devenir des ombres fortes, parce qu'il y a d'autres souffrances qui peuvent aussi se rajouter à l'âge adulte, et donc il y a un besoin à un moment donné de mettre en lumière tout ça, sinon on risque d'attirer et la reproduction de certains schémas, histoires difficiles, et des personnes qui font écho à ces ombres-là, ou qui voient des failles dans lesquelles elles peuvent s'engouffrer. Donc, il peut y avoir une vraie difficulté à voir ce qui ne va pas. Donc des personnes qui vont être assez pessimistes, assez sombres, assez négatives, mais aussi qui ne voient pas les ressources et les qualités dont elles disposent. Donc elles ont une vision négative d'elles-mêmes. Elles peuvent avoir une vision presque autodestructrice. Enfin, ce sont des personnes qui peuvent aller jusqu'à des prises de risques physiques. Alors, ça peut passer par la sexualité, mais ça peut passer aussi par tout simplement un manque de considération du corps, et des personnes qui peuvent aussi, alors ça peut être à l'adolescence, toucher à des comportements à risque. Donc, ça peut être des addictions, mais ça peut être aussi des tentatives de suicide, de l'automutilation. Bon, attention, je dresse un portrait assez sombre, ça va pas forcément dans ces extrêmes-là, toujours pareil, voir l'ensemble de la configuration du thème, mais n'empêche que comme le Scorpion, la maison 8 peut renvoyer à des choses un peu troubles, difficiles, avec une lune en Gémeaux en maison 8, voilà, il peut y avoir ces risques-là. Mais l'inverse peut être vrai aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ne voient que les qualités, un peu comme avec une lune en Gémeaux en maison 5, la maison du lion, mais même des personnes qui ne vont voir que les qualités des autres et qui vont pas voir les défauts, et qui du coup vont se faire avoir parce que elles se sont créé une relation avec quelqu'un qui va très rapidement montrer qu'il a aussi une bonne zone d'ombre, et donc voilà, ça va se retourner contre eux, et même de pas reconnaître suffisamment ses propres zones d'ombre ou ses propres qualités, ça peut être le cas pour un porteur d'une lune en Gémeaux en maison 8. Il peut y avoir le sentiment que oui, il y a des problèmes, je vis beaucoup de situations difficiles, mais j'ai du mal à soit faire un travail sur moi, soit à me sortir de la reproduction de ces schémas-là. Comme la maison 8 est reliée à la psychologie, il y a bien souvent peut-être besoin d'un travail d'ordre psychologique, mais avec une lune en Gémeaux en maison 8, on peut avoir du mal pour des tas de raisons. La raison essentielle pourrait être que ça fait peur. Ça fait peur d'aller toucher, d'aller mettre à jour ces ombres, parce que ça peut raviver des histoires très difficiles vécues dans l'enfance. Donc c'est vraiment pas évident. C'est vraiment de l'ordre de traumatisme. Et, bon, des fois, on se sent mieux de mettre un couvercle là-dessus.
Il faut être prêt, hein, il faut être prêt à y aller. Donc, c'est pas parce que vous avez une lune en Gémeaux en maison 8 que vous devez à tout prix vous précipiter chez un psy. Il y a un moment juste. Après, il y a aussi le travail avec des énergéticiens qui peut aussi aider. Mais voilà, des fois, on sent qu'on a peut-être besoin de travailler sur soi, mais on peut avoir peur aussi de le faire. Quoi d'autre? Donc oui, il peut y avoir pas mal de refoulement ou de déni. Attention aussi au risque d'accumulation d'émotions négatives, hein. On est avec un signe d'eau, donc chez le scorpion, les émotions sont particulièrement puissantes. Donc non seulement on peut être en fusion avec les émotions d'autrui, mais on peut aussi tellement être en contact avec des émotions qu'à un moment donné, on n'arrive plus à gérer, donc on accumule, on refoule, et à un moment donné, c'est l'implosion, hein, qui peut menacer. Alors là, il y a un risque aussi au niveau des ressentis émotionnels d'être assez angoissé quand même avec une lune en Gémeaux en maison 8. Et des fois, on comprend pas pourquoi, parce qu'il se passe pas forcément quelque chose de négatif, mais on ressent de l'angoisse, on a des accès d'angoisse. Mais encore une fois, hein, c'est bien souvent parce que dans l'histoire familiale, dans l'enfance, il y a eu des événements tragiques, dramatiques, vécus, et et ça a été un peu enfoui, hein. Il y a un mécanisme de défense, hein, qui encore une fois, c'est le déni, hein, mais qui montre aussi, enfin, qui se traduit par le fait que ça remonte de toute façon, c'est présent. C'est pas parce qu'on a enfoui quelque chose qu'on s'en est libéré, au contraire. Et donc, effectivement, les angoisses peuvent traduire le fait qu'on n'a pas fait la paix avec son passé, et on a toujours ces traumas qui sont présents. Donc des réactions de stress importantes face à certaines situations, qui peuvent être des situations qui symboliquement vont ramener à des situations vécues dans l'enfance. Donc ça peut être encore une fois des déplacements, et c'est pas parce que, enfin, on n'a pas forcément vécu des problématiques de déplacement dans l'enfance, mais s'il y a une angoisse de séparation ou une angoisse sur le plan des relations, ben, effectivement, tout ce qui touche à la relation, tout ce qui touche au déplacement peut provoquer une remontée d'angoisse quand on doit parler aussi à des inconnus ou aller dans des lieux qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, il peut y avoir aussi une fusion avec des énergies présentes dans des lieux. Donc, un porteur d'une lune en Gémeaux en maison 8 a intérêt à faire attention à où il va, avec qui il est, parce qu'il peut se connecter bien malgré lui à des énergies qui sont pas géniales. Et si, par exemple, on va dans un endroit où, je sais pas, il y a eu un crime de commis, où il y a eu un drame qui s'est produit, et ben en fait, l'énergie résiduelle est toujours présente, et on peut se connecter à ça. Bon, c'est pas très fun. D'ailleurs, dans des cas extrêmes, vraiment extrêmes, il peut y avoir un risque de parasitage par des entités qui sont sur le plan astral. Donc faire attention, effectivement, à la fois c'est pratique, on va dire un peu occulte, si on a un penchant pour l'occultisme, mais aussi si on fait des rituels, des choses comme ça, si on prie pour les défunts, faut faire attention, voilà, parce qu'on peut vraiment capter ou être envahi, parasité par des énergies et par des entités pas très fun. Donc voilà, il peut y avoir, c'est peut-être ça aussi qui est à la base de certains, comment on appelle ça, quand on va voir un prêtre exorcisme, voilà, ça peut, je dis pas qu'il faudrait faire un exorcisme si on a une lune en Gémeaux en maison 8, mais faire attention en tout cas, voilà, à ce que l'on côtoie, aussi bien physiquement que astralement, si je puis dire. Après, on peut aussi avoir, c'est un autre aspect, une autre traduction d'une lune en Gémeaux en maison 8, des personnes qui vont être des militants, des combattants, et donc qui vont s'investir dans des causes, oui, dans des actions, parfois aussi un petit peu extrêmes, voilà, pour aller défendre, mais peut-être parfois aussi attaquer, ce qui leur paraît peut-être injuste. Alors, s'il y a de la balance, notamment, ça peut être un Mars en balance, notamment, ça peut activer ce côté militant. Avec la notion d'injustice. Mais voilà, il peut y avoir ce côté-là un peu militant de l'extrême
qui peut être présent. Mais l'inverse est vrai aussi, ça peut être des personnes qui veulent surtout pas se mêler de causes un peu à défendre, qui préfèrent rester un petit peu à l'écart de ça. Peut-être aussi parce que parfois, si dans l'enfance, elles ont eu un parent qui avait une problématique importante, que ce soit une problématique d'addiction, une problématique de dépression, elles ont pu vouloir l'aider. L'enfant, naturellement, veut aider un parent et ça n'aura pas fonctionné parce que voilà, c'est pas le rôle de l'enfant et il n'est pas en capacité de réellement aider. Et du coup, mécanisme de défense à l'âge adulte, non, je ne veux rien avoir à faire avec des personnes qui vont pas bien ou avec des causes à défendre, c'est pas mon problème, voilà. Mais bon, c'est encore une fois, faut aller creuser du côté de ce qui a pu être vécu dans l'enfance. La relation à la mort peut être très particulière aussi chez les porteurs d'une lune en Gémeaux en maison 8. On peut retrouver ça aussi avec la maison 12, une lune en Gémeaux en maison 12. Il y a une espèce de connexion avec la mort. Alors là aussi, les deux extrêmes, soit ce sont des personnes qui vont avoir vraiment peur de la mort, soit au contraire, ce sont des personnes pour qui la mort, en fait, c'est pas terrifiant du tout. Voire, il y a une espèce un petit peu de peut flirter un petit peu avec la mort, que ce soit dans les prises de risques, que ce soit effectivement dans les tentatives de suicide, ou parce qu'il y a une curiosité, un intérêt pour ce qui se passe après la mort du corps physique, pour le phénomène qu'on appelle la mort, ou parce qu'il y a une connexion avec le plan astral qui fait qu'on peut rentrer comme ça un peu en contact avec des personnes qui sont de l'autre côté du voile, comme on dit. Donc il y a une espèce de proximité avec la mort. Bon, là aussi c'est pareil, ça peut demander un point de vigilance parce que ça peut représenter, il peut y avoir des risques par rapport à ça. Ça peut donner aussi certaines capacités de médiumnité, mais pas forcément très claires et pas forcément faciles à vivre. Donc, je dirais que c'est vaut mieux pas développer ces capacités-là. En tout cas, pas trop jeune. Enfin, voilà, il peut-être attendre d'avoir réglé certaines choses, d'avoir épuré aussi son corps astral, peut-être avoir un peu fait la paix avec soi-même, même si on sent effectivement qu'on peut avoir comme ça une finesse perceptive, une perspicacité qui fait qu'on peut rentrer en connexion avec ce qui se passe sur d'autres plans. Voilà, bon, j'ai battu mon record des deux précédentes vidéos. Là, j'arrive à 1h30. Il me reste à traiter de la lune en Gémeaux en maison 10. La maison 10, c'est la maison du Capricorne, le signe des maîtres, de la maîtrise, des responsabilités, du contrôle, du sens du devoir. Ça a un rapport aussi au pouvoir, mais aussi à la synthèse. Donc, c'est une maison qui nous renvoie à ce que l'on maîtrise, mais peut-être aussi à ce qui nous maîtrise, mais à ce qu'on maîtrise de par une pratique assidue. C'est le sommet de la montagne, la maison de 10. Donc j'y suis arrivée parce que j'ai fourni des efforts, je me suis investie, voire acharnée, j'ai pas baissé les bras, et donc effectivement j'ai acquis la capacité, j'ai acquis la possibilité de me tenir sur le sommet de la montagne, et ça veut dire que j'ai acquis une certaine maîtrise, voire de l'expertise. Je suis particulièrement compétente dans tel ou tel domaine, ou je suis à l'aise dans telle technique, dans telle activité. Donc ça évoque des aspects de la maison 10. Elle renvoie aussi à l'autorité, mais l'autorité, comme le lion, mais plus l'autorité, j'en parlais dans d'autres vidéos, qui se tient un peu dans les coulisses, c'est-à-dire que c'est pas l'autorité sur le devant de la scène, c'est plutôt celui qui est derrière, qui s'assure que l'organisation, tout se passe bien, peut-être aussi que l'argent rentre bien, voilà, en termes de gestion, d'administration, que tout soit bien carré. C'est le comptable qui a un certain pouvoir, mais qui n'est pas le pouvoir du PDG. Mais sans lui, l'entreprise ne durerait pas bien longtemps. C'est aussi la maison qui nous permet de rentrer en contact avec les grandes lois, qui peut nous permettre de percevoir le plan, qui est relié donc à la sagesse et au maître de sagesse, et qui évoque les systèmes et les structures solidement construites. Là aussi, il y a des années derrière qui ont fait que ces systèmes et ces structures sont arrivés à vraiment une solidité forte, et qui fait même qu'elles fonctionnent quasiment en mode automatique. Voilà, c'est toutes les structures et les systèmes qu'on construit, que nos sociétés ont construit, qui étaient construites déjà avant nous, avant qu'on arrive, et qui pourront continuer après nous. Mais qui aussi parfois doivent arriver à une forme de fin de cycle, de destruction. La maison 10 peut être représentée la fin d'une histoire, et peut nécessiter à un moment donné de faire
preuve de lâcher prise, afin de passer à autre chose et de détruire ce qui a été construit pour reconstruire quelque chose de mieux. Voilà. Mais que se passe-t-il quand on a la Lune en Gémeaux en maison 10? Donc là, il peut y avoir un certain isolement, vraiment une solitude, avec quelque chose de l'ordre un peu d'une froideur qui est présente. Donc ça peut être un parent, qui est très strict, très autoritaire et qui enfin voilà, il y a quelque chose d'assez enfermant, au niveau de la solitude avec beaucoup de règles, de dictats, de normes, de carcans, de il faut pas, de voilà, c'est comme ça que tu dois être, mon enfant, voilà. Donc et ça crée une forme d'isolement, des interdits, des règles très, voilà, très strictes. Qui peuvent être du coup après aussi intégrés par l'enfant qui adulte va aussi se mettre beaucoup d'interdits et beaucoup de règles. Donc voilà, des reproductions de schémas avec on va aller vers des personnes qui peuvent être très strictes ou on va aller dans des environnements un peu rigides, on va travailler dans des structures voilà, où c'est assez psychorigide, on contact avec des personnes assez psychorigides, il y a ce type de risque. Mais on peut aussi avoir la tendance à être assez routinier parce que donc le Capricorne, signe de sécurité, de stabilité, mais aussi d'habitudes bien instaurées qui mènent à la routine. Donc avec une lune en Gémeaux en maison 10, on peut aussi facilement tomber dans des routines où en fait les journées se passent, se ressemblent, où on maîtrise, on connaît, on sait bien faire, on gère bien son quotidien, mais il n'y a plus d'éléments de surprise, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de nouveauté. Voilà. Il y a une forme un peu d'enfermement qui va être présente, qui est aussi une forme de solitude quelque part. Et en tout cas une forme de fermeture, tout comme il peut y avoir voilà des formes pensées, des croyances, des valeurs qui peuvent être un petit peu beaucoup rigides. Donc il y a des points de vigilance à avoir par rapport à ça. Est-ce que je ne maintiens pas une croyance, une opinion, alors qu'elle est peut-être pas si juste ou elle est un peu enfermante ou elle me limite quelque part. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser quand on a une lune en Gémeaux en maison 10. Et après, on peut avoir des personnes qui vont, pour le coup, alors je parlais de la difficulté souvent de la lune en Gémeaux, des responsabilités, mais là, on est dans une maison qui est la maison des responsabilités quand même. Et donc, on peut avoir soit des personnes qui vont être prisonnières quelque part d'un fort sentiment de responsabilité, ou alors qui vont se retrouver à être responsables d'autres personnes. Donc, soit ça vient d'elles, dans le sens où elles s'estiment devoir être responsables plus, donc responsables dans leur quotidien, dans leur travail, etc. Donc des personnes qui vont prendre des engagements, qui vont s'y tenir, même si à un moment donné l'engagement devient extrêmement pesant ou n'est plus adapté, elles vont aller au bout du truc parce que voilà, elles ont donné leur parole, elles vont s'engager, alors que des fois il faudrait lâcher prise et dire bon ben finalement non, je sais que je t'ai dit que je le ferais, mais pour telle ou telle raison qui peut être tout à fait évidemment valable, voilà, on peut se désengager, mais ça peut être compliqué avec une lune en Gémeaux en maison 10 de se désengager. Ou alors on peut avoir des personnes qui se retrouvent contraintes à avoir des responsabilités qu'elles n'ont pas forcément demandées. Alors ça peut être de s'occuper d'une personne malade, d'une personne handicapée, une personne en fin de vie. Mais aussi parce que dans le travail, la personne est entourée d'irresponsables ou d'incompétents et elle se retrouve, elle, à devoir pallier au manque de compétences, de responsabilité des collègues ou même parfois d'un supérieur hiérarchique, peu importe. Donc voilà, la question des responsabilités peut être en tout cas sensible et donc la question du lien aux responsabilités. C'est ça aussi où il faut peut-être intéressant de regarder un peu à la loupe quand on a une lune en Gémeaux en maison 10. Donc des difficultés de communication, c'est la personne qui n'arrive pas à exprimer le fond de sa pensée. Il y a une profondeur vraiment avec le Capricorne et c'est un signe qui aime justement les conversations plutôt profondes et pas les choses superficielles du quotidien. Mais quand la lune est en Gémeaux en maison 10, c'est comme si on n'arrivait pas à se connecter à sa propre profondeur. Donc on aimerait dire des choses, mais soit on n'en a pas vraiment assez conscience, soit en fait on n'arrive pas à trouver les bons mots. Donc ça peut donner l'impression de ne pas arriver à communiquer, de ne pas arriver à s'exprimer, à exprimer le fond de sa pensée.
Ne parlons pas des émotions, parce que le Capricorne, s'il y a bien un signe qui n'est pas à l'aise avec le plan émotionnel, c'est bien lui. Donc, exprimer ses émotions, Lune en Gémeaux, maison 10, mais de quoi tu me parles, c'est quoi une émotion? Enfin voilà, ça peut être jusque-là. Hein. Donc, ça peut être vraiment compliqué. Et donc, ça peut donner des personnes qui vont avoir une apparence assez froide, assez dure, presque justement psychorigide, parce elles peuvent un peu malgré elles, hein, ne pas être assez connectées à leurs émotions. Bon, évidemment, si elles ont des signes d'eau dans leur thème de naissance, ça peut vraiment changer la donne et ce point-là les concernera moins. Mais voilà, quelqu'un qui aurait pas mal de signes de terre ou de signes de feu, ou même des signes d'air, pourrait, et pas beaucoup de signes d'eau, pourrait en fait avoir une méconnaissance de tout le plan émotionnel, de ses émotions, un manque d'empathie, un manque de connexion aussi aux émotions des autres, et ne pas comprendre les réactions émotionnelles d'autrui et d'être très mal à l'aise face à des réactions émotionnelles parfois fortes, ne pas savoir quoi faire si quelqu'un se met à pleurer ou si quelqu'un a l'air complètement démuni, dans une phase pas bien. Voilà, un porteur de lune en Gémeaux en maison 10 pourrait avoir des conseils qui seraient peut-être un petit peu maladroits, du style reprends-toi, voilà, tapis-toi pas sur ton sort, parce qu'il peut être dur envers lui-même, donc du coup il peut être aussi dur envers les autres. Donc ça peut être aussi des personnes qui ont le sentiment qu'elles doivent exceller. Alors ça peut être justement accru par le contexte de naissance, hein, pour peu qu'on ait eu un parent qui ait dit bah, tu dois réussir, tu dois faire de ton mieux, tu dois être le meilleur, je tolère pas une note inférieure à 16 sur 20, enfin voilà. Donc ça peut donner des adultes qui auront cette course un petit peu effrénée à l'excellence, presque à la perfection, à la réussite, mais comme si effectivement elles avaient été programmées pour ça. C'est pas vraiment leur choix de base, mais elles ont tellement entendu ce message de devoir réussir que voilà, ça a été intégré. Et c'est compliqué pour elles de déprogrammer ces injonctions familiales. Mais n'empêche que voilà, il y a quelque chose qui peut être un point de vigilance à avoir, parce qu'on peut se pousser trop loin et craquer. C'est le burn-out, hein, à un moment donné, avec une pression mise à la réussite, à l'excellence. Voilà. Donc ça peut être compliqué. Ça peut, chez certaines personnes, donner vraiment le sentiment de ne pas trouver sa place dans la société, de se sentir exclu, voire d'être dans une forme de marginalisation. Puisque le Capricorne représente un petit peu, avec la maison 6 et la Vierge, hein, la société, avoir une lune en Gémeaux en maison 6 ou une lune en Gémeaux en Capricorne peut poser la question de comment je m'intègre, comment je me lie, du verbe lier, à la société, et quelle est ma place dans la société. On peut avoir l'impression que ça peut être compliqué. Soit on cherche à tout prix à avoir sa place, soit au contraire, on va laisser tomber l'affaire en disant ben non, en fait, j'y arrive pas, ou je me sens rejetée. Donc, exclusion et marginalité peuvent aussi être des aspects d'une lune en Gémeaux en Capricorne, ou même, comme je vous dis, en maison 10 ou en maison 6. La justice peut être aussi un sujet sensible pour un porteur de lune en Gémeaux en maison 10, ça peut être comme aussi en maison 7. Ce sont deux maisons qui ont un rapport aussi avec les lois, la justice, donc c'est pas toujours simple. Ça peut être aussi des personnes qui ont fait des procès, ou voilà, qui voilà, ont des problèmes divers variés, hein, avec la justice ou avec une autorité extérieure. Ça peut donner aussi à la personne l'impression que je parlais du sommet de la montagne. Avec une lune en Gémeaux en maison 10, on peut avoir le sentiment qu'en fait on n'atteindra jamais ce sommet de la montagne, que c'est quelque chose qui est hors d'atteinte, hein, c'est la même chose, je viens de dire. Donc l'impression aussi qu'on va passer une vie sans pouvoir arriver à se réaliser pleinement. Bon, c'est un mirage, hein, mais ça peut arriver chez les porteurs de lune en Gémeaux en maison 10. Donc ça peut nécessiter un besoin d'éclaircir. Alors déjà, c'est quoi ce sommet de la montagne pour moi? Pourquoi c'est si important que ça pour moi de l'atteindre? Voilà, il peut y avoir des questions à se poser, ce qui n'est pas évident, parce qu'encore une fois, il peut y avoir de l'entêtement, la certitude que c'est juste, mais c'est là aussi où il y a besoin justement de prendre du recul et de poser des questions essentielles.
Donc, on peut avoir des personnes aussi qui ont un usage excessif du pouvoir, de la volonté, de la détermination, qui peuvent vraiment s'entêter, s'obstiner, même quand elles savent qu'elles vont au mur, qui vont continuer et qui vont donc bel et bien aller au mur. Ça peut arriver, hein. Notamment, ça peut arriver à tout le monde, hein, mais vous êtes on est en train d'avoir une conversation avec une personne et ça commence à s'échauffer. Et là, on se dit que si on continue comme ça va partir, ça va s'empirer et on n'arrive pas à s'arrêter. Voilà, on continue et effectivement, on dit des choses et après on peut le regretter. Mais avec une lune en Gémeaux en maison 10, on peut avoir cette tendance à aller au bout des choses, même quand on sait que on n'est pas en train d'être sur un bon chemin. Voilà. Et puis une vraie difficulté à lâcher prise de certaines relations établies, donc que ce soit une relation à un travail, une relation même à un ami, une relation affective, un membre de la famille aussi, dont on se dit, bon, il faudrait prendre de la distance, mais on n'y arrive pas. Et donc on peut voilà, avoir des difficultés à lâcher prise par rapport à un lien, mais on peut aussi être la personne qui est assez contrôlante dans les relations. Donc c'est aussi par sens des responsabilités, mais on peut en venir à dire à l'autre ce qu'il devrait faire, carrément ce qu'il doit faire, comment il doit s'y prendre, et on peut être contrôlant aussi dans la relation affective. Voilà. Encore une fois, ça dépend peut-être de l'environnement, de base familial, du karma porté et de ce qui a pu être, voilà, de quelle tendance, quel côté on penche dans la version introvertie ou la version extravertie de la lune en Gémeaux. Et enfin, comme je disais, refoulement émotionnel, manque de connexion au corps même. Le corps peut être dénigré, il n'est pas assez considéré en général. Le Capricorne ne fait pas assez attention à son corps et n'écoute pas son corps. Donc, ce qui est de l'ordre du repos, de la détente, il a tendance à passer un petit peu à côté. Et lune en Gémeaux en maison 10, on peut vraiment être là-dedans. Les besoins fondamentaux ne sont pas considérés et donc ça peut mener à de l'épuisement, ça peut mener à épuisement physique ou nerveux et ça peut mener au burn-out, ça peut être un risque. Mais ça peut mener aussi à être en contact avec des personnes qui vont vous mener au burn-out ou à l'épuisement parce qu'elles vont vous en demander beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, je suis presque à 2 heures pour cette troisième vidéo consacrée à l'interprétation de la Lune en Gémeaux. Prochaine lune en Cancer. Et là, alors j'ai mon petit post-it, on m'a demandé de traiter des maisons 1, 8, 10 et 11. Donc voilà ceux qui attendent la prochaine vidéo et l'interprétation de la Lune en Cancer avec à nouveau une petite introduction sur des aspects de la Lune. Bon, j'essaierai d'être un petit peu plus bref, mais bon, c'est pas évident. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos abonnements et d'être présent tout simplement sur ma chaîne. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.